ici parler de satisfaction, je me suis assuré, et surtout avec beaucoup d'enseignements. Bien, plénière 2. Traducteur et interprète certifié et assermenté. Directeur général du cabinet de traduction langue mère de Ventures. Point focal pour la coordination de la francophonie au Ghana. Sherpa. Conseiller du chef de l'État du Ghana pour la francophonie. Émérite docteur. Steven, Steve que je vous demande de recevoir. Merci. Bon, j'aurais peut-être pas dû lui poser cette question parce que maintenant il m'a posé une colle. Il m'a posé une colle en ce sens que bon, je vais être très limité dans mes propos. C'est parce que vous avez dit traduction. Adaptation des traductions aux besoins des utilisateurs finaux. D'accord. Donc, c'est très difficile, hein, vous savez, parce que dans cette profession, dans ce métier, tout s'imbrique. Donc, c'est très difficile de se limiter, je ne sais pas comment lui il a fait, hein, mais bon, il fait un exposé brillant, pistonné, bon, très logique et tout. Moi, je suis d'abord et avant tout un praticien. Donc, c'est le regard du praticien. C'est sur ça que je vais mettre l'accent, si vous permettez. Pour la traduction, je dois dire en général, de manière générale, la traduction implique un processus, mais aussi un produit. Un processus parce qu'il y a des stratégies, il y a des techniques qui mènent au produit final. Le consommateur, en l'occurrence le client, votre client, c'est à quoi ce consommateur a affaire, c'est effectivement le produit final. Les processus qui mènent à ce produit final ne l'intéressent pas trop. Mais pour être efficace, il faut que le processus soit le bon. Il faut que la technique soit bonne. Sinon, on risque de passer à côté. Ou bien, vous aurez un produit, mais qui which will not stand the test of time. Comme on l'a dit, avec le temps, il y aura trop de critiques, on verra les maladresses, ce que vous aurez pu mieux formuler, ainsi de suite. Parce que, comme on l'avait dit, scripta manet. Alors, tout ce regard du traducteur. Un traducteur, c'est plusieurs personnes, c'est plusieurs fonctions à la fois. C'est celui d'un très bon lecteur. Vous savez, c'est comme pour l'interprète, où l'écoute est essentielle. Parce que si l'écoute n'est pas très bonne, et quand on dit l'écoute en interprétation, c'est une écoute active. Le lecteur, le traducteur, doit être un bon lecteur, celui à qui, les nuances, les détails, tout ça, rien ne lui échappe. Parce que si vous laissez échapper, vous aurez des à peu près. Il y a des gens qui se disent, oh, mais après tout, c'est ce qu'il voulait dire. Non, ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est vrai, pour bien comprendre, bien saisir ce que l'auteur a dit, il
faut prendre en compte son intention de communication. Parce qu'il y a des mots qui véhiculent un sens qui n'est pas dit expressément dans la formulation, mais c'est sous-entendu. Chaque lecteur, si le document est en français, chaque lecteur qui lira le français comprendra quelque chose qui n'a pas été dit explicitement. Et vous, en tant que traducteur, vous êtes censé comprendre cela. Vous êtes censé comprendre que, bon, il n'a pas dit, l'auteur ne l'a pas dit avec les mots qu'on attend de lui, mais c'est ce qu'il voulait exprimer, c'est le sentiment qu'il voulait exprimer. Rappelez-vous, à la différence de l'interprétation de l'oral, du mot, du verbe, vous n'avez pas le sentiment qui transparaît dans les mots. Vous voyez, de manière explicite, c'est vrai, la ponctuation permet de deviner avec des points d'exclamation, avec une virgule, avec des parenthèses, machin. Vous pouvez comprendre ce qui est dit en filigrane. Mais donc, il y a cette sensibilité-là que le traducteur doit développer. Ça doit être une seconde nature. De toujours comprendre ce qui se cache, entre guillemets, derrière les mots. Pour pouvoir expliquer, pas expliquer, pour pouvoir exprimer de manière adéquate le sens de, pas de l'orateur, mais de celui qui a écrit le document. Une autre chose à prendre en compte, à mon sens, et ça c'est toujours par rapport au processus qui mène au produit, c'est lié à l'idée précédente. La fidélité est d'une importance capitale. Ne dites pas ce que l'auteur n'a pas dit. Et il ne faut rien soustraire au sens, ne rien ajouter. Parce qu'il y a des gens qui aiment exagérer. Hein? Ils disent, oh, comme il a dit ça, je vais ajouter très. L'auteur n'a pas dit très. Vous voyez, l'auteur a voulu dire dans une certaine mesure. Okay? L'auteur a voulu nuancer. Vous n'avez pas le droit de vous écarter de cette nuance-là. C'est très très difficile. Vous voyez, le produit auquel le lecteur a affaire ne devrait pas trahir la pensée de celui qui a écrit le texte, de l'auteur du texte. Okay? Et dans la profession, nous disons, vous êtes l'alter ego. Vous êtes l'alter ego de l'auteur. Vous vous mettez à la place de l'auteur. Tout comme en interprétation. Et c'est pour cela que vous allez remarquer, les gens qui interprètent, qui disent alors, il a dit que le monsieur voulait dire que ça, c'est pas un interprète. C'est pour cela qu'il a dit que, vous voyez, il voulait dire que non, c'est je. Quand l'interprète dit je, il devient donc l'alter ego de l'orateur. De la même manière, l'auteur, ou plutôt le traducteur, quand c'est je, lui aussi, il agit en tant que l'alter ego
de l'auteur. Donc, quand vous traduisez, vous vous mettez dans la peau de l'orateur, au point de presque sentir ce que l'auteur ressentait quand il écrivait son document. Pratiquement. En fait, je vais passer par l'interprétation pour mieux expliquer la chose. Quand j'interprète, des fois, je ressens ce que ressent l'âme. Et ça doit transparaître dans votre voix. Je me rappelle une fois, il y a un monsieur qui était venu me voir, un général du Nigeria, le général nigérian. C'était ici à Abidjan, dans l'hôtel Ivoire. Et vers 3 heures du mat, il était encore en session. Vers 3h30 du mat, bon, nous allons clôturer. Après la clôture, il vient dans la cabine, il me dit, je vous l'interprète. Je me dis, oui, est-ce qu'il y a un problème? What I'm asking, he said, je vais le dire en anglais, I'm asking because when I listen to you, I feel you did literature in school, hein? Je dis, mais qu'est-ce que ça a à voir avec l'interprétation? And I'm sure you were good in drama. Theater. C'est ce que le général me sort. Je dis, mais je ne comprends pas. Il me dit, I know you understand me, but you don't want to accept it. Alors, et il s'explique. Il dit, je m'explique. Quand je t'écoute, il me dit, when I was listening to you, I could feel what the guy was saying. Oui. I could feel. Parce que des fois, c'est des questions sensibles. Et je reviens au problème de la Côte d'Ivoire quand le pays était en 1952, quand il y a eu les forces nouvelles. Et j'étais en cabine, il y a l'un des membres des forces nouvelles qui s'en prenait au ministre des Affaires étrangères du Ghana. Et c'est moi qui ai interprété. Il a bien lessivé. Et comment? Et dans la profession, la déontologie exige de nous que l'on évite de créer un incident. Donc c'est comme si des fois vous marchez sur des œufs. Quelles sont les limites? En traduction, vous n'avez pas le choix. Les mots sont là. Ok? Mais en interprétation, vous êtes un peu limité. Parce que quand l'orateur est coincé, souvent se disent c'est la faute de l'interprète. Ah non, mais ça, moi je ne l'ai pas dit. Ah, c'est l'interprète. So you give a dog a bad name and hang it. C'est sa façon de se... Il y a eu des cas comme ça, où une dame, une interprète qui est maintenant, elle a quoi? Elle a peut-être 85 ans, une Australienne, qui a écrit un bouquin extraordinaire, je vais retrouver le nom. Bouladon, quelque chose. Elle a fondu en larmes, parce que le monsieur l'a accusé d'être la personne qui a mal rendu. Mais elle n'avait pas mal rendu. Mais il était coincé. C'est ce qu'il a fait. Le lendemain, il est venu avec un bouquet de fleurs pour demander pardon à la dame. Et la dame lui dit, do you realize that it's my career that was on the line? Please forgive me. Donc, juste pour expliquer que bon, le traducteur ne pourra pas se retrouver dans une telle situation s'il reste fidèle. C'est le produit et la qualité de son travail qui pourra lui permettre de se défendre à tout moment. Il n'aura même pas à se défendre. On met les documents côte à côte et voilà. C'est comme ça. Maintenant, j'en arrive à quelque chose. Ils ne m'ont pas demandé d'en parler.
mais si vous le permettez, M. Kassi, aujourd'hui, cette profession, moi, est menacée, quelque peu menacée. La traduction comme l'interprétation. À cause des mutations sérieuses que l'on constate. Professeur Godin, voilà, il a parlé de l'intelligence artificielle. Et de plus en plus, on utilise ce que l'on appelle des logiciels de traduction. Okay? De traduction. Même des professionnels l'utilisent. Je pourrais vous le montrer. La toute dernière réunion que j'ai couverte cette année, c'était le 17 décembre. 17 ou 20 décembre. Et c'était pour une organisation qui s'appelle le GIABA. Vous connaissez le GIABA? Vous avez entendu parler du GIABA? C'est une organisation qui est spécialisée dans ce qui s'appelle le blanchiment d'argent et la lutte contre le financement du terrorisme. Et ça fait partie d'une structure internationale, okay, où ils appellent ça Financial Intelligence. Donc, parce qu'à cause des flux illicites font, et certains de ces flux-là servent à financer le terrorisme. Donc, cette organisation est basée à Dakar, ça fait partie de la CEDEAO, et leur travail essentiellement consiste à faire des recherches, à faire des évaluations des activités des pays, des activités que mènent les différents pays. Et dans chaque pays, il y a une unité ou un centre pour cela. Ils sont spécialisés dans le travail. Ils font un travail assez intéressant. Mais bref, je ferme la parenthèse. Donc j'étais sur cette réunion-là et ils nous ont envoyé, ils nous ont transmis des documents. Parce que quand vous êtes interprète, vous avez un contrat avec une organisation, ils sont censés, je dis bien, ils sont censés vous envoyer, vous transmettre des documents pour vous aider à préparer la réunion. Ce n'est pas tout le temps qu'ils le font. C'est plutôt l'exception qui confirme la règle quand on vous envoie des documents. Donc, cette fois-ci, ils ont envoyé des documents. C'était le rôle des femmes dans ce domaine-là, tout ce qui est le financement du terrorisme, blanchiment d'argent, tout ça. Parce que jusque-là, les femmes étaient considérées comme des victimes. Mais on a vu qu'il y a des femmes qui sont aujourd'hui devenues chefs de gang, consorts. C'est fou ce qui se passe dans ce domaine. Bref, puisque le temps pressait, ils n'ont pas pu avoir recours aux traducteurs pour faire traduire les documents. Donc, ils ont envoyé des documents traduits, mais en précisant que c'était machine translation. Donc, pourquoi est-ce que j'évoque cela? C'est parce que de plus en plus, on a recours à cette traduction automatique. On a de plus en plus recours à la traduction au logiciel. Les plus connus sont DeepL. Vous avez entendu parler de DeepL? Yes. Il y a DeepL. Avant DeepL, il y avait Google Translate, tout ça. Trados Pro, tout ça. Universo. Et il faut reconnaître que bon, la qualité n'est pas mauvaise. La qualité n'est pas mauvaise. Mais là où ça coince, et on l'a évoqué avec notre professeur Godard, là où ça coince, c'est que la parole, l'oralité, et aujourd'hui, il y a ce qui s'appelle globish. Qui connaît le terme? Globish. Globish, comme vous l'entendez, G-L-O-B-I-S-H. Globish, c'est devenu comme de l'anglais international. Lingua franca.
Donc, et c'est très prononcé dans le système des Nations Unies et à l'Union européenne. Parce que vous avez plein de gens qui ne sont pas des natifs de l'anglais, mais qui s'expriment en anglais. Ce n'est pas leur langue maternelle, ils ne maîtrisent pas trop, mais ils parlent comme ils peuvent. Vous voyez? Et à cause de ce globish-là, c'est un être humain qui a de l'expérience, qui arrive à comprendre ce que la personne peut dire. Je vous cite un exemple. J'étais en cabine une fois avec un collègue ivoirien, un aîné, puis à son âme. Il est décédé il y a 2 ans environ. Et c'était un atelier de formation. Et les formateurs étaient des Nigériens. À un moment, il dit aux participants, "Now, all of you, I'm going to give you one minute." Et c'est mon collègue, Feniava, qui interprétait. Il me regarde, il dit, "Mais qu'est-ce qu'il raconte?" J'ai dit, 1 minute chacun. C'est ce qu'il voulait dire. Mais lui, son anglais nigérian, et étant en plus Yoruba, parce qu'il n'y a pas que le Nigeria. Il y a Yoruba, au Nigeria, vous avez, en fonction de l'État, en fonction de la langue maternelle, tout ça, ils s'approprient l'anglais différemment. Et il y a des expressions qui sont assez particulières. Quand lui il dit 1 minute, ça veut dire 1 minute chacun. Demandez à Deeple de comprendre cela. Demandez à Google Translate. La qualité est bonne, mais ça n'a pas cette intelligence humaine. Bien comprendre ce que veut dire la personne. Quand un avion atterrit au Nigeria, ils disent, "Oh, the plane is on ground." The plane is on ground. Donc ça veut dire que le vol est arrivé. Vous voyez. Mais, bon, l'anglais classique ou standard, vous ne verrez pas ça. Alors, l'interprète, comme le traducteur, parce que vous avez aussi, même en traduction, comment dirais-je, des textes, vous avez des expressions en français qui sont typiquement ivoiriennes. Et si vous ne connaissez pas le contexte et la culture, vous n'allez pas pouvoir bien comprendre le sens. Alors là, je me suis permis d'aller trop loin. J'imagine qu'il y a d'autres orateurs. S'il y a des questions, je pourrais y répondre, mais comment dirais-je, pour faire court, je dirais que c'est le produit, il faut garder à l'esprit le fait que le produit du traducteur, c'est cela qui sert de base pour juger de la qualité de la traduction. Mais pour y arriver, il faut maîtriser les processus qui mènent ou qui débouchent sur ce produit. Merci. Merci, docteur. Merci, docteur. Je ne vais pas dire bluffé, mais je suis vraiment très content de tout ce que je découvre ici. Je me retrouve encore dans une salle de classe en train d'apprendre de négocier pour la salle de beaucoup de gens. Alors, j'ai noté qu'il fallait toujours comprendre ce qui se cache derrière les mots. Et après, vous avez parlé de la fidélité. Bon, quelque part, je trouve qu'il y a contraste. Puisque là, il faut dire ce qu'il n'a pas dit, mais ce qu'on a pu comprendre. Mais en même temps, il faut rester fidèle à ce qu'il dit. Et vous avez même ajouté, il ne faut pas ajouter, voilà, des choses à ce que l'orateur dit. Donc, quelle est la ligne de démarcation, docteur? Je ne sais pas à quel moment est-ce qu'on doit être fidèle et à quel moment est-ce qu'on doit se permettre de dire ce qui est derrière le mot.
Merci docteur. Je suis Guesson Bienvenu, je suis administrateur des postes et services financiers. J'ai à peu près la même question que lui. Je voulais même me référer au thème, puisque le thème dit adaptation des traductions aux besoins des utilisateurs. Donc pendant l'intervention du docteur, il faut dire que j'étais vraiment tantôt à gauche, tantôt à droite, parce que je ne comprenais pas pourquoi est-ce qu'on pouvait adapter la traduction aux besoins des utilisateurs, surtout que le docteur a dit tout à l'heure qu'en traduction, on n'a pas les mêmes problèmes qu'en interprétation. Parce que les mots étaient déjà là, donc on n'avait pas à trouver un équivalent. Donc c'était juste pour ajouter un peu à sa question, pour pouvoir mieux aider. Il faut garder à l'esprit le public cible, c'est-à-dire les personnes qui vont vous lire, à qui le texte est destiné, parce que c'est ça qui va vous permettre d'opérer les choix qui s'imposent en termes de vocabulaire, de terminologie. Parce que si je sais, par exemple, je suis en train de traduire un texte qui cible un public essentiellement nigérien. Non, c'est peut-être pas un bon exemple. Vous savez, aux États-Unis, ils appellent les stations d'essence, là, comment on les appelle? Gas station. Yeah. Gas station, ils ne vendent pas du gaz, hein, dans les gas stations. C'est quoi? C'est le carburant. Mais ils appellent ça gas station. Alors, si le public auquel le texte est destiné, c'est essentiellement américain, et que je vois ce concept de station d'essence, ce que je traduis, c'est station d'essence, le concept de station d'essence. Ce n'est pas les mots station d'essence. Vous voyez? Et ça m'amène à l'idée de l'intention de communiquer et vis-à-vis de la fidélité. Quand vous choisissez des mots, ce qui mène au choix des mots, c'est l'idée, l'intention que vous avez. Okay? Vous voulez communiquer un sens. C'est ça qui va vous permettre de choisir tel ou tel mot. Vous pouvez être maladroit en tant qu'auteur dans votre choix. Ok? Parce que vous pouvez vous le permettre. Vous avez des... D'accord? Mais moi, je peux être maladroit, on va dire. Moi, je peux être maladroit. Mais vous, les traducteurs, vous n'avez pas ce luxe-là. Et c'est en cela que ce que je dis a un sens. Qu'il faut aller au-delà des mots, vous dire, mais qu'est-ce que l'auteur cherchait à communiquer? C'est ça que nous appelons l'intention de communication. Et c'est facile, vous allez déceler que l'auteur a été quelque peu maladroit. En fait, c'est ce qu'il cherche à dire. Et vous, vos connaissances, parce que vous mobilisez plein de choses quand vous lisez. La lecture est très importante. Quand vous lisez, vous avez compris. Des fois, ça vous fait sourire. Ah, tiens, c'est ce que vous voulez dire. Et c'est ça que vous allez rendre. Parce que si vous vous en tenez, vous en tenez au seul mot, au vocabulaire, vous risquez de passer à côté. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a contradiction toujours? Non, c'est clair. Ouais. C'est clair. Petite conclusion, je voudrais savoir, est-ce que la traduction et l'interprétation sont les mêmes choses seulement que l'autre s'envole et l'autre reste? L'oralité. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'écrit en interprétation. En interprétation, il y a ce qui s'appelle la traduction à vue. Vous voyez le terme traduction. Vous avez un texte, d'accord, à partir que vous traduisez oralement, en même temps, de manière simultanée. C'est ça la traduction à vue. Donc vous voyez, ça commence à être un peu, et les deux à la fois.
Parce qu'à la base, vous avez ce texte, et on avait un collègue qui fut l'interprète de Eyadema, père. Le père de celui-ci. Un excellent interprète. Bonheur. Tu l'as connu, non? Oui. Excellent. Il était extraordinaire avec les traductions à vue. Parce que c'est la vieille école. Lui, ils avaient fait la vieille école. Et c'était les textes et les discours fleuves qui les intéressaient. Aujourd'hui, c'est plus technique. Si vous ne connaissez pas les terminologies, les domaines techniques, là, vous n'allez pas bluffer les gens avec des belles paroles. Hein. Mais il faisait ça tellement bien, quand vous l'écoutez, vous avez l'impression qu'il avait un texte français devant lui qui lisait, mais traduit en même temps, traduction à vue. Mais c'est pas, il n'y a pas beaucoup de gens qui savent le faire comme ça. Il faut un entraînement, il faut beaucoup d'exercices, tout ça, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui arrivent, qui réussissent cet exercice. Donc c'est pas toujours, c'est pas la différence est assez nette, mais en même temps, c'est pas pour cela, pour rien, que l'on dit Translation Studies. Translation Studies couvre et la traduction, c'est-à-dire les textes écrits, et l'interprétation. Parce que tout est traduit. Et en traduction, il y a l'expression, surtout de l'école de l'ESIT, de Paris, ils disent interpréter pour traduire. En fait, pour bien traduire, il faut interpréter. Vous interprétez quoi? Vous avez interprété le sens. C'est ça que vous traduisez. Donc, tout s'imbrique, en quelque sorte. Mais un traducteur, ce n'est pas un interprète. Un interprète aussi, ce n'est pas forcément un traducteur. Mais il y a de bons interprètes qui sont aussi de très bons traducteurs. J'en connais. C'est rare. Les traducteurs qui deviennent interprètes aussi, ça existe. Mais ceux qui n'arrivent pas à bien le faire, ça se sent qu'il est plus traducteur en cabine et moins interprète. Et la grande majorité des interprètes ne sont pas de très bons traducteurs. Les traducteurs, j'ai beaucoup d'admiration pour les traducteurs parce que c'est des gens souvent qui sont très disciplinés. Moi, je ne suis pas trop discipliné. Je fais de la révision. J'ai un cabinet. Au cabinet, on fait des traductions. Quand ça coince, on m'implique et je regarde et ça marche. Une fois, mes gars ont fait une traduction d'un gars qui écrit, c'est très difficile son écriture. Et j'ai envoyé ça en relecture. Le gars, il était fâché. Il dit quoi? Pourquoi vous avez fait ça? J'ai regardé, je me suis excusé et je l'ai fait moi-même avec le gars. Quand j'ai envoyé, voilà, maintenant je sais que c'est vous. Allez voir mon gars un dément. Il a l'argent, vous paye tout de suite. Donc c'est pour vous dire. Et les gars à qui j'avais fait appel, ce n'est pas des ignares, hein, ils sont bons, mais c'était corsé. Le texte était difficile. Vous savez, il y a des gens qui ont la plume, hein, c'était difficile. Donc, à différents niveaux, c'est pour cela qu'on apprend sur le tas aussi, avec des gens qui ont de l'expérience, et ça aide. Donc, et vous pouvez, hein, si c'est la traduction, vous pouvez essayer l'interprétation, ça peut marcher, comme ça peut s'avérer plus compliqué. Une dernière question, docteur. Excusez-moi. Je pense que le jeune avait voulu poser une question. Oui, mais... Bon, d'accord, alors, puisqu'il faut même faire transparaître l'expérience internationale, d'imiter aussi, faire aussi le gestuel de l'orateur. Oh, les gestes, on le fait tout le temps, seulement on ne nous voit pas. Moi, si vous me voyez en cabine, vous allez rigoler. Hein? Vous-même qui interprétez là, vous en rendez pas compte. Un interprète, il picolait, il était bon, extraordinaire, un grand bien. Tellement il était pris dans le truc, parce qu'à cause de l'effet de l'alcool aussi, il pleurait en interprétant.
Il a pleuré un jour, il a interprété parce que ça lui faisait mal. Et le truc que l'autre racontait là, il s'est laissé aller. Donc on se laisse aller. On fait la gestuelle parce que vous savez, la gestuelle permet de compléter le sens. Et s'il y a emphase, je viens de dire, s'il y a emphase, et la gestuelle m'aide à marteler les mots. Si c'est plus fluide, si c'est moins, comment dirais-je, moins direct aussi, la gestuelle, même la posture, ajoute quelque chose au sens. Alors, j'ai vu quelqu'un qui a interprété, il avait fait comme ça. Il a interprété, je dis, monsieur là, je crois où là? Bien sûr, il n'était pas formé. Par la suite, il allait se faire former. Quand je l'ai vu par la suite, il avait une autre posture. Il n'était plus parce que quand vous êtes comme ça et que vous parlez, ce que l'on entend est différent par rapport à une posture plus. Si je vous parle et je fais ça, vous voyez, un peu, il y aller en dilettante, bien vous avez la main dans la poche, ça agit sur la voix, qu'on le veuille ou non. Ça agit sur la manière dont vous dites les choses. Vous voyez, je viens de dire, la manière dont vous dites les choses. Il y va de ma personne aussi. D'accord? Le jeu de... Je suis en anglais à l'université Nord-Sud. Ma préoccupation est la suivante. Cher docteur Steven, lors de votre explication, vous aviez dit que la traduction a un processus long et des produits. Moi, je souhaite savoir lequel des processus est crucial pour un traducteur. Il y a un processus clair qui commence par une bonne lecture. Et comme on le disait, l'interprète, c'est quelqu'un qui va avoir une très bonne écoute. Vous ne pouvez pas avoir cette écoute sélective. Et oh, ça m'intéresse dans ce que vous dites, ça ne m'intéresse pas. Tout est important. Que ça vous intéresse ou pas, que ça vous offusque ou pas, que ça aille contre vos croyances, machin, vous devez faire semblant d'y croire. D'accord? Donc, de la même manière, en matière de traduction, il y a un processus qui consiste à lire et à prendre en compte tout le sens que l'orateur cherche à transmettre. Il n'y a pas à choisir. Vous ne pouvez pas faire le tri. Ça, c'est le plus important. Ça, non, vous n'êtes pas... Ce n'est pas un éditeur. Vous n'allez pas chercher à comment dirais-je, réécrire. Non, c'est pas ça votre rôle. Donc, vous lisez et au fur et à mesure que vous lisez, maintenant, on le fait, hein, ça dépend. Il y en a qui lisent d'abord tout le texte pour avoir une idée globale de l'ensemble. Et ensuite, vous y allez paragraphe par paragraphe. Vous ne résumez pas. Vous ne résumez pas. Il n'y a pas à résumer. Vous faites la traduction et vous vérifiez si vous avez été fidèle. Et c'est ça qui s'appelle la révision. Vous révisez. Après avoir laissé votre produit, vous avez fini de traduire, vous laissez passer un temps pour prendre du recul par rapport à ce que le travail que vous avez fait. Ça vous permettra de jeter un regard plus critique sur le travail que vous avez fait et vous corrigez. Et dans les organisations, les grandes organisations telles que la CEDEAO, l'Union européenne, les Nations unies, et j'en passe, la BAD, ils ont des gens qui sont des réviseurs. Ça s'appelle réviseur. Vous avez un traducteur. Celui qui supervise le travail du traducteur s'appelle un réviseur. On lui amène votre traduction, vous le traducteur, on lui amène. Vous lui envoyez votre travail, votre traduction, et c'est à lui de faire l'assurance qualité.
de vérifier que votre traduction, parce que quand vous relisez vous-même tout de suite, vous relisez les erreurs, vous ne les voyez pas, hein? On ne les voit pas. Donc, c'est une tierce personne qui pourrait mieux voir que non, ça c'est trop évident, vous êtes passé complètement à côté, c'est un faux sens, ou bien c'est carrément un contresens. Hein? Au lieu de dire, vous l'avez dit carrément le contraire de ce que l'orateur voulait. Ça c'est le plus grave, la chose la plus grave en traduction, parce que ça peut vous créer des ennuis pas possibles. Okay? Vous pouvez même dans des situations graves faire votre poste. J'ai vu des gens qui s'essayaient à la traduction comme ça, ils n'étaient pas vraiment traducteurs, on a envoyé leurs documents, on met une croix dessus, le blacklisted, c'est fini, parce que c'est grave. Je ne sais pas, ça... Vous êtes satisfait? Pas tout à fait, on pourra en reparler. Et lorsqu'on parle de processus, également, il faut reconnaître qu'on quitte de A à Z. Donc toutes les étapes sont importantes. Donc il n'y a pas d'étape plus importante que donc il faut commencer de A et continuer jusqu'à Z. Donc c'est à vous de reconnaître que quitter Abidjan pour Accra, eh bien, il faut laisser sur chemin passer par Noé. Donc, la frontière. Donc, essayez de contourner Noé, eh bien, vous n'irez pas à Accra. Merci. Docteur Singh, cette première